mélange de moutons et d'autruches. Et donc, ce que Jacques Ellul il dénonce, c'est que la technique, c'est un empire, c'est un peu comme dans Matrix, une espèce de machine qui nous broie. Et la technique, la logique de la technique, c'est que tout ce qui pourra être fait sera fait. C'est-à-dire qu'on pourrait, par rapport à la technique, on ne s'en rend pas compte parce qu'on en profite de la technique. On ne s'en rend pas compte parce que, effectivement, elle résout tout un tas de problèmes dans le cas de la médecine. Mais la technique, donc je vous disais, Rabelais, on pourrait ressortir la phrase de Rabelais, que la technique est sans éthique et sans conscience et ne sera que la ruine de notre âme. Alors ce que Jacques Ellul nous dit, c'est que il n'est pas technophobe. C'est-à-dire, je ne vous invite pas à être technophobe. C'est que Jacques Ellul nous dit, la technique, elle est venue remplacer ce que le sacré que l'on mettait avant dans Dieu. Voilà, maintenant, c'est le fait qu'on sacralise la technique, c'est-à-dire qu'on attend tout de la technique pour résoudre tous nos problèmes essentiels et existentiels de notre condition humaine. Alors, on le voit bien qu'il n'y a pas d'éthique vis-à-vis de la technique, parce que même quand on parle de découverte et qu'on parle des comités d'éthique, les comités d'éthique, on voit bien que c'est la politique qui en fait partie, c'est des lobbying, des groupes industriels, qui fait que, effectivement, par exemple, si on prend l'exemple des gaz de schiste, bon, là, ça ne se fait pas pour le moment, mais il va y avoir... Le principal, c'est pas, on s'en fout, le raisonnement selon ce que dénonce Jacques Ellul, c'est que quelque part on s'en fout des dommages collatéraux des gaz de schiste, c'est-à-dire la pollution. Le principal, c'est de récupérer de l'énergie fossile qu'on est en train de perdre, qu'on n'aura plus bientôt dans quelques dizaines d'années, absolument pour continuer à faire marcher la machine, etc. Donc, à l'issue de ce passage dans cette association, j'y suis pas resté parce que Jacques Ellul, lui, il propose rien. Il dit, une fois de plus, il dénonce des choses et il invite les gens à, quelque part, par eux-mêmes, se réveiller parce qu'il n'a pas envie du tout d'être aussi un leader d'opinion, un gourou, etc. Et donc, j'ai continué comme ça pendant 22 ans à me poser la question, mais à travers chaque fois que j'allais à une conférence, chaque fois que je lisais un livre, je me demandais, mais j'entends des choses qui sont dénoncées, et puis c'est pas suivi d'effet. C'est-à-dire, je sors de la conférence, je sors d'avoir lu un livre, etc. Et puis, je rentre chez moi, je vais dormir, et je fais un peu comme un tour de bocal, comme Maurice dans son bocal. Je me lève le lendemain matin et la vie continue, quoi. Et il n'y a pas de réaction. C'est ce qui m'a posé question. Ça a été la chose, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe qui fait que il n'y a pas de réaction, c'est pas suivi d'effet, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut... Alors, effectivement, j'avais trouvé entre-temps différentes phrases qui expliquaient la passivité humaine, qui expliquaient... j'avais récupéré une phrase qui était devenue ma phrase fétiche chez... un sociologue et philosophe et historien de l'innovation, Alois Schumpeter, qui dit qu'en somme que seule la gravité de la situation viendra se substituer à la motivation défaillante. Ou encore un auteur plus récent actuellement, Peter Sloterdijk, qui nous dit que dans son livre, dans un de ses derniers livres, que c'est uniquement grâce à une collection de catastrophes qu'on arrive à trouver la motivation pour faire changer des choses qui nous affligent, que l'on subit, qui nous font souffrir, ou qu'on peut, par exemple, par rapport à la pollution, percevoir qu'il va falloir faire quelque chose. Au lieu alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait vraiment quelque chose, ou alors on attend que vraiment d'être dans la catastrophe avant de faire quelque chose. Alors, c'est vrai que pendant 22 ans, j'ai essayé à travers mes lectures, de comprendre, mais pourquoi c'est pas suivi d'effet, quoi? Ou qu'est-ce qui me manque quand je suis devant un dilemme, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? J'agis pas, j'attends, je vais à droite, je vais à gauche. Et ce que je faisais, moi, c'est que j'ai acquis des connaissances pendant 22 ans.
Il y a 22 ans, on va dire, mes connaissances étaient représentées par cette petite balle. Et par contre, le volume de cette petite balle. Par contre, mon ignorance, et on pourrait dire qu'elle était représentée par la surface de la petite balle. Donc, je me disais, bon, quand j'avais quelque chose, quand je voyais quelque chose qui ne se fait pas et que je dis, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision, on n'a pas suffisamment appris des choses pour pouvoir nous mettre en pétard et déclencher une impulsion, un déclic qui va faire qu'on va faire quelque chose. Donc, pendant 20 ans, je continue à m'instruire, je me dis, je vais écouter quelque chose que je n'ai pas compris. Donc aujourd'hui, mes connaissances, elles sont grosses comme ce ballon, du volume de ce ballon, mais en même temps que j'ai augmenté mes connaissances, j'ai augmenté la surface du ballon. Donc la surface de mon ignorance, elle a augmenté d'autant. Donc ça veut dire que je ne suis pas plus avancé devant cette espèce d'immobilisme qui fait que soit je ne sais pas quoi faire, soit je me dis il y a quelque chose que je n'ai pas compris et qui fait que je ne réagis pas. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui... Je me suis posé la question au niveau d'une émotion, quoi. Comme si, effectivement, il manquait quelque... C'était pas seulement au niveau de la connaissance qu'il manquait quelque chose. Qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'émotion qui avait été éteint ou qui avait été déformé ou mis en sommeil à travers mon éducation, qui fait que, face à quelque chose qui serait censé me mettre en mouvement, je continue à faire des tours de bocal en attendant de collectionner les catastrophes pour réagir. Et là, j'ai abordé des recherches un petit peu plus différentes. Et j'ai trouvé sept éléments qui pourraient participer à réveiller ou à construire ce qui nous permettrait d'accéder à une forme de révolte intérieure ou à du courage ou une colère qui nous permettrait effectivement d'être plus réactifs face à des choses qui sont inacceptables. Donc, j'ai construit un petit bonhomme qui... donc la première chose que j'ai trouvée déterminante dans notre... donc là, je vais construire un petit bonhomme. Donc là, on n'a que les pieds, après on aura les tibias, les jambes, le corps, jusqu'à la tête. Ils se trouvent en morceaux là par terre. Et la première chose que j'ai trouvée déterminante, c'est le rapport qu'on a avec la mort. Et c'est qui conditionne notre vie. Et pour illustrer ça, je vais vous parler de la pièce de huis clos de Jean-Paul Sartre. La pièce de huis clos de Jean-Paul Sartre, c'est un hymne à la vie. Et pourtant, dans cette pièce, les trois acteurs, Estelle, Garcin et Anaïs, sont trois morts vivants. Ils sont morts dans la pièce. Ils se rendent compte qu'en parlant, en échangeant, en fait, ce sont des morts vivants. De cette pièce, la tirade qu'on en retient de huis clos de Sartre, c'est « l'enfer, c'est les autres ». Et ce qui est, la plupart du temps, qui est pas bien compris. C'est-à-dire que non, vous n'êtes pas mon enfer. Si j'ai le trac, si je bafouille, si j'ai des torts de langage, etc., c'est pas de votre fait, c'est de mon fait. De mon manque d'entraînement, de mon manque de confiance en moi, de mon manque de quelque chose. Mais c'est tout. Vous y êtes pour rien, quoi. Donc, ce que Sartre nous dit, c'est le rapport qu'on a avec les autres qui font notre enfer. Donc, Sartre, il nous dit à travers cette pièce qu'on a trois façons de se comporter dans la vie, soit comme des lâches, soit comme des salauds, ou soit comme des morts-vivants. Alors, le mort-vivant, c'est un peu Maurice qui tourne dans son bocal. C'est-à-dire que, au lieu de créer une solution à un problème, en fait, on reporte, on fait des tours de bocal, on reporte le problème jusqu'à, en fait, notre propre mort, qui viendra, effectivement, résoudre le problème, parce qu'il n'y a pas plus de problème, on sera mort.
Après, donc, salaud, c'est-à-dire que c'est... on fait subir aux autres, sous la forme d'un pouvoir, on aliène d'autres personnes, pour ne pas avoir à soi-même à acquérir un pouvoir sur soi, en fait, de façon à pouvoir se sentir libre. C'est-à-dire qu'on a, c'est tous les phénomènes d'aliénation, le fait, tous les esclaves qu'on peut avoir, nos esclaves, par exemple, en Inde qui font nos t-shirts, etc., et tout ce qui fait qu'on entretient notre société capitaliste, par exemple. Et après, lâche, c'est la position, effectivement, où on est sous la coupe du pouvoir en place, et qu'on est bien comme des petits moutons, comme des pantins, à faire ce qu'on nous dit, quoi. Et alors là, oui, ça peut paraître très moraliste comme propos, mais si jamais je vous irrite, j'ai amené un tube de pommade, de la moraline, c'est le docteur Friedrich Nietzsche qui a inventé cette pommade, donc vous pourrez vous en passer si ça vous gratte. Donc, bon, par contre, j'ai encore une autre solution, c'est-à-dire que pour nous sauver là, de ce discours très moraliste, il y a heureusement Henri Laborie qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite. Alors Henri Laborie, il nous dit que quand on n'a pas d'autre moyen que de fuir, la fuite permet de se retrouver sain et sauf. Et d'ailleurs, je vous invite à revoir au sujet de ce livre-là, le film Mon oncle d'Amérique de Alain Resnais, où on y retrouve effectivement Nicole Garcia, Gérard Depardieu et Roger Pierre, qui évoluent dans différentes situations de la vie dans laquelle on peut se retrouver, et chacun, vous verrez, subit plus ou moins des dommages collatéraux. Parce que, de toute façon, le fait de se retrouver dans la position du salaud, du lâche, ou même de la fuite, parce que de toute façon, dans la fuite, le problème c'est que le problème finit toujours par nous rattraper, quoi. Comme on dit, la vie nous ramène devant notre travail là où on l'avait laissé en plan. Donc, ce qu'il nous dit dans ce film, c'est que, de toute façon, dans la mesure où on n'est pas dans une action de résolution de problèmes ou de créativité, on subit des dommages collatéraux. Alors des dommages collatéraux, c'est-à-dire toute une sorte de maladies psychosomatiques qui vont d'ulcères, de cancer, etc. Et le film de Henri Laborie était tiré d'un de ses travaux de recherche qui s'appelle l'inhibition de l'action. Et d'ailleurs, Henri Laborie, qui était aussi un chirurgien, souvent il disait, quand il avait opéré d'un ulcère à quelqu'un, il disait celui-là, si j'avais pu, j'aurais pu lui dire d'avoir tué plutôt sa belle-mère plutôt que de faire un ulcère, par exemple. Donc, après, ce qui conditionne notre rapport à la mort et qui fait que quand on doit opérer un changement dans sa vie, ce qui fait que c'est difficile d'opérer un changement dans sa vie, quel qu'il soit, hein, c'est le fait que chaque fois qu'on quitte une situation pour une autre, on perd le lien avec une habitude, on perd le lien avec ce qu'on connaît, on perd le lien avec quelqu'un, on perd le lien même avec son travail, on perd un lien, un rapport affectif qu'on a créé avec une chose, ou avec une personne, ou avec un environnement, ou avec une habitude de consommation, par exemple, capitaliste aussi. Et cette perte de lien, elle nous renvoie à une peur archaïque de la mort. Et là, j'en veux pour preuve ce qu'on connaît de ce qui s'appelle l'hospitalisme. L'hospitalisme va nous éclairer à quel point